toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être aussi nombreux et nombreuses à cette deuxième journée de notre festival Haïti 221. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Lucas que Mélissa va vous présenter tout à l'heure. Moi, je vais juste... est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler, parce que j'ai l'impression que c'est le même public qui est... Ok, bon. Eh bien, moi, c'est Darlene Gilles et j'ai le plaisir de porter cette année avec l'association Chercheurs d'autres ce projet de festival qui est Haïti 221, qui est un festival qui veut faire des rencontres pour favoriser des dialogues dans une démarche décoloniale. Et cette première édition fait un focus sur Haïti pour revoir l'histoire coloniale, les liens, les impacts de ce passé colonial sur les crises que traverse le pays actuellement, revoir l'histoire de la dette de l'indépendance qu'on va voir aujourd'hui et aussi parler de l'exil aussi parce que cette crise a forcé beaucoup d'Haïtiens de quitter le pays et parler de nos ressentis, donner la parole à cette diaspora qui souffre aussi, qui porte aussi le chaos du pays. Et voilà. Et pour que ça a été possible grâce à des soutiens de personnes qui ont participé déjà à une cagnotte qu'on a mis en ligne. Donc un grand merci à toutes les contributrices et tous les contributeurs qui ont participé à cette cagnotte, mais aussi grâce au soutien financier de la FME, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et aussi grâce à l'accueil de la BFM qui a mis en disposition cet espace pour accueillir toutes les activités de cette première session, cette première édition. Et un grand merci à vous qui êtes là pour nous soutenir, pour nous soutenir d'être présents à ce dialogue. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mélissa qui va présenter le sujet de ce matin et l'intervenant. Et je vous dis bonne écoute. Merci. Bonjour à tous et à toutes, surtout, à toutes et à tous. Merci d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, nous continuons avec la série de conférences présentées dans le cadre de la première édition du Festival Haïti 221. Et nous recevons aujourd'hui Raphaël Lucas, qui est maître de conférence, qui est chercheur au CELLFA, pluriel, dans les domaines de la linguistique et des littératures francophones. Raphaël Lucas est d'origine haïtienne. Il est spécialiste des cultures caribéennes, du vaudou notamment, et de l'esclavage et du marronnage, dont nous avons un petit peu parlé hier, et nous aurons la possibilité tout à l'heure d'approfondir ce sujet dans le cadre du sujet de conférence qui nous sera présenté aujourd'hui, qui est autour de la dette et ou rançon de l'indépendance. Ça dépend, on n'est pas tous d'accord sur la notion de dette, mais Raphaël pourra aborder cette question plus en profondeur tout à l'heure. Comment est-ce que cette dette/rançon représente une plaie ouverte dans le corps d'une nation, et qui est la nation haïtienne? Raphaël Lucas est aussi spécialiste de l'œuvre de Franck Etienne, qui nous a quittés en début d'année, qui est un des auteurs les plus prolifiques de la littérature haïtienne contemporaine, notamment en langue créole dont Raphaël Lucas est aussi spécialiste, car il est aussi traducteur. Et Raphaël travaille sur l'influence de l'histoire dans la littérature haïtienne, parce que si vous connaissez un petit peu, ou ne serait-ce que beaucoup, la littérature haïtienne, vous savez qu'elle est indissociable de l'histoire du pays, et que c'est aussi une porte d'entrée vers la sociologie d'Haïti. Mais j'arrête de discuter, je passe la parole au vrai conférencier du jour. Bonjour et merci Raphaël, et bonne conférence à toutes et à tous. Si vous pouvez éteindre, si vous ne le pouvez pas, vous pouvez mettre sur silence vos téléphones portables. Bonne conférence.
Et donc, bonjour. Je suis très, très content d'avoir l'occasion de parler de ce problème qui est très, très complexe et puis qui a pris une certaine ampleur médiatique dans la mesure où on est en 2025 et que cette dette a commencé en 1825. Donc, c'est le bicentenaire de la dette. Et puis donc, c'est complexe parce que il y a beaucoup d'enjeux historiques, il y a surtout beaucoup d'enjeux affectifs, il y a énormément de fantasmes. Donc, j'ai retracé le processus historique de la dette, ainsi que le contexte précis de cette dette. Dans tout ce que j'ai lu, j'ai vu que très peu de gens parlent du contexte exact de la dette. Et ensuite, quels sont les acteurs? Très peu de gens parlent des acteurs. Alors, les acteurs en Haïti, c'était le président Boyer, et en France, c'était le roi Charles X. Et on parle très peu de Charles X. Donc, je me suis dit, je vais faire, bon, pas une enquête policière, mais je vais quand même essayer de tirer les fils. Alors, Haïti, et, comme vous le savez, c'est une île des Caraïbes qui se trouve dans le nord des Grandes Antilles. C'est là où Christophe Colomb était arrivé le 6 décembre 1492. Et au départ, il a appelé l'île Hispaniola, toute l'île, c'est-à-dire la petite Espagne. Et puis ensuite, comme les puissances ibériques, Espagne et Portugal, avaient un petit peu monopolisé toute l'Amérique devenue latine, d'autres pays vont contester cette hégémonie, dont l'Angleterre et la France. Et donc, ce que va faire la France, c'est qu'elle va installer des pirates. Je ne sais pas si vous avez vu les pirates des Caraïbes, n'est-ce pas? Elle les installe à l'île de la Tortue, qui est la base mondiale des pirates. Et ces pirates vont faire tellement de dégâts sur l'économie sucrière espagnole que l'Espagne va préférer donner une partie de l'île à la France en échange que la France mette fin aux actions des flibustiers et des pirates. Et donc, c'est pour ça que donc, on voit que la partie la plus grande, c'est la partie orientale, la partie espagnole, qui est devenue la République dominicaine, et la partie occidentale, c'est Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Alors, la France était donc en Martinique et Guadeloupe vers 1635. Elle va progressivement s'installer à Saint-Domingue vers 1664. Mais tout ça, ce n'est pas encore officiel. Il faudra un traité officiel, tout le monde y tient, pour qu'il y ait un partage officiel de l'île. C'est le fameux traité de Ryswick en 1697. Alors, Ryswick qui se trouve aujourd'hui aux Pays-Bas, à Hollande. C'est là qu'avait été signé ce traité qui mettait fin en fait à une guerre qu'il y avait en Europe, qu'on a appelée la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Mais elle a aussi des conséquences sur ce qui se passe dans les Caraïbes, parce que ce traité sera bénéfice à la France, parce qu'elle recevra la Catalogne en Europe, et elle recevra officiellement Saint-Domingue dans les Caraïbes. On peut changer, je ne sais pas si le technicien... Ah oui, ah, ok, voilà. Donc ce fameux traité ah, c'est pas ça, c'est pas grave. Bon, passons à l'image suivante. Voilà. Et très vite, donc, ce que vous voyez là, c'est la canne à sucre. Alors aujourd'hui, le sucre, c'est devenu une denrée négligeable. Si vous allez dans n'importe quelle cafétéria, c'est gratuit, quoi. Vous prenez les petits paquets de sucre.
au XVIIe et XVIIIe siècle, pour bien comprendre ce qui va se passer, c'est un produit de luxe. En fait, 1 kilo de sucre équivalait au salaire d'1 mois de travail. Alors, si on voulait trouver quelque chose auquel on peut comparer le sucre, pour le comprendre, je dirais, moi, la truffe. La truffe ou le caviar. Et Saint-Domingue va devenir l'île qui produit la meilleure qualité de sucre. Et ce produit de luxe, alors, ça va donner à Saint-Domingue une importance énorme qui n'est pas comparable à sa taille. L'île est petite, mais autre comparaison, c'est comme si c'était un émirat. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont petits par la taille, comme le Qatar et Dubaï et tout ça, et qui ont une énorme puissance financière, on avait avec le Qatar. Alors, cette puissance est telle, sûrement, que ça va représenter 66% des recettes commerciales de la France. Donc 2/3 des recettes de la France sur un petit territoire. C'est pour ça donc que je le compare au Qatar. Donc évidemment, ça va attirer des convoitises, mais si le sucre est si rentable, c'est à cause du travail des esclaves. Et Saint-Domingue est l'île où l'esclavage est le plus brutal, où la durée de vie des esclaves est la plus courte. Et aussi, comme ça rapportait, plus ça rapporte, plus on ramène des esclaves. Et où le nombre des esclaves va être le plus disproportionné par rapport aux colons blancs. En gros, c'est 500 000 esclaves pour 50 000 colons. Donc, ça crée d'entrée une énorme disproportion pour le nombre. Alors, bien sûr, ça va finir, oui, on peut changer l'image, ça va finir par des révoltes. Alors, j'ai vu à l'entrée là le nom de Macandal, il me semble. Voilà. Donc, il y aura énormément de révoltes. Alors, cette photo est intéressante parce qu'on voit le colon, il est bien tranquille, et puis on voit beaucoup d'hommes autour de lui qui sont bien costauds, mais on se dit, mais si jamais il se révoltait, il ne pourrait pas durer 15 secondes. Et on se demande comment ce système peut tenir. Alors, il tient grâce à la férocité de la répression. Et c'est pour ça que ça va finir par une révolte. On peut changer d'image. Voilà. La révolte éclate en août 1791. C'est tout sauf un hasard, puisque c'est 2 ans après la Révolution française. Et il y a eu donc beaucoup d'agitation à Saint-Domingue, qui ont commencé en fait par des colons français, qui se sont massacrés entre eux. Et c'est comme ça que ça a commencé. On peut se demander pourquoi ils se massacrent. Alors, parce que souvent on dit les colons, mais il y a 3 groupes. Il y a certains qui sont pour la rupture avec la France, les métropoles, et faire comme les États-Unis. C'est-à-dire les Anglais des États-Unis, ils ont rompu avec l'Angleterre et ils déclarent l'indépendance des États-Unis. Donc beaucoup de colons sont sur cette position. Il y a un deuxième groupe qui est pour le rattachement à la France, sans nuance, et avec surtout des royalistes. Et puis il y a un troisième groupe qui sont des gens sympathisants de la Révolution française. Et ces 3 groupes vont se massacrer, mais en fait avec autant de férocité qu'ils avaient vis-à-vis des esclaves. Ils ouvraient les ventres des femmes et tout ça. Du coup, c'était une occasion pour les esclaves qui avaient déjà eu des révoltes généralisées, dont une qui était menée par un certain Macandal en 1758. Et là, donc, en 91, ça va éclater.
peut changer l'image. Vous voyez que dans l'image précédente, si on peut faire un léger retour, on voit que les révoltés, ils sont encore torse nu avec des machettes. Tandis que, voilà, vous voyez, ils sont torse nu avec des machettes et des bouts de bois et tout ça. Okay, on passe à l'image suivante. Et dans l'image suivante, on voit une armée qui est organisée avec des uniformes. Que s'est-il passé entre-temps? Cette révolte a trouvé un chef, un dirigeant, un stratège, un projet. Ce stratège, il s'appelle Toussaint Louverture. Mais d'où viennent ces armes? En fait, il a bien compris que le rêve de l'Espagne, c'est de récupérer la partie occidentale qu'elle avait dû céder à la France au traité de Ryswick. Sauf qu'elle ne veut pas une guerre ouverte avec la France. Mais si quelqu'un veut bien se charger de faire la guerre à sa place, elle n'a plus qu'à récupérer la partie occidentale après. Et là, Toussaint Louverture se propose. Mais il a une idée en tête, néanmoins. Et il va donc passer du côté espagnol. L'Espagne va équiper, armer, entraîner ses troupes. Donc, lorsqu'il repasse du côté de Saint-Domingue, ce n'est plus un chef de bande comme le croyait Napoléon, c'est quelqu'un qui dispose d'une armée extrêmement bien entraînée. Je vais changer d'image. Alors, voilà, Toussaint Louverture. Donc, on est passé du chef de bande à un futur, à un grand leader qui, je le compare souvent à Nelson Mandela parce qu'il préfigure une société multiraciale. Il n'est pas pour la haine des Blancs, il dit que finalement, on devra vivre ensemble, mais il faut que l'esclavage absolument soit aboli et qu'il soit remplacé par du travail salarié. Mais Napoléon n'est absolument pas de cet avis. Alors, il faut dire que Louverture a gagné toutes les batailles qu'il a livrées. S'il a eu 40 batailles, c'est 40 victoires. Il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de ballottage, il gagne toutes ces batailles. Alors, évidemment, comme Napoléon était considéré, et était aussi en réalité le grand stratège de l'époque, et que Louverture lui-même s'appelle le Napoléon noir, Napoléon ne peut pas supporter ça. Donc, l'affrontement final sera inévitable, pour plusieurs raisons. On peut changer d'image. Alors, donc, il y a une statue de Toussaint Louverture à Bordeaux, sur les quais, face à la place de la Bourse. On peut changer encore d'image. Voilà. Alors, l'ouverture sera, après ces victoires, on l'appellera pour négocier et il sera arrêté par traîtrise. Napoléon le fera arrêter et exilé en France, dans une région où il fait très froid, c'est le Jura, près de Pontarlier, dans le fort de Joux. Et Napoléon fera supprimer la cheminée de sa cellule pour qu'il meure de froid. Mais l'ouverture a dit, vous venez de faire votre deuxième plus grande erreur, parce que après lui c'est le modéré qui veut le pays multiracial comme Mandela. Mais après lui, il reste Dessalines, il reste Christophe, qui sont beaucoup plus radicaux et qui, eux, vont mener la guerre jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, ça veut dire donc l'indépendance. Ça sera... Alors, l'indépendance est obtenue, on peut changer l'image. En 1803, il y a une dernière grande bataille, le 18 novembre 1803, dans le nord d'Haïti. Là aussi, ce n'est pas un hasard, c'est là où il y a une grande plaine. Et les plaines sont le lieu vraiment où le système colonial triomphe. Voilà, donc ça, c'est un monument aux héros de l'indépendance. On peut changer. Alors, à l'indépendance,
Maintenant, justement, l'indépendance, ce mot est un véritable scandale à l'époque. Parce que si on jette un simple coup d'œil sur la carte des Amériques, tout le Nouveau Monde, ce sont des pays coloniaux. Depuis le Canada jusqu'en Patagonie, c'est pas? Donc, toute l'Amérique espagnole, donc ce sont les colonies espagnoles. L'Amérique anglaise, donc les États-Unis, ce sont des colonies. Et le seul, même aussi, les Antilles sont encore des colonies, Martinique, Guadeloupe. Et il y a un seul espace où une révolte a eu lieu. Et cette révolte a triomphé. Et en plus, elle se transforme en État. Donc il est évident que pour tous les pays de l'époque, il est hors de question que cet exemple se diffuse. Parce qu'il pourrait contaminer toutes les autres colonies. Et donc, et tout ça va peser sur la dette parce que Haïti va devenir un pays complètement isolé. Ensuite, bon, après l'indépendance, comme ça arrive souvent, les dirigeants ne sont pas toujours d'accord sur les options. Quelqu'un comme avant Boyer, le président Pétion, il est plutôt, lui, pour une démocratie libérale et parlementaire. Et il va donc occuper la partie ouest d'Haïti. Et un autre dirigeant, c'est Henri Christophe. Lui, il est pour ce qu'on appellerait aujourd'hui un despotisme éclairé. C'est-à-dire c'est une monarchie autoritaire, mais progressiste. Et Christophe, c'est quelqu'un qui va instituer, par exemple, l'école obligatoire, 70 ans avant Jules Ferry. Et obligatoire pour les garçons et pour les filles. Après, il fait des routes partout. Et, sauf que Christophe, il y a aussi une révolte contre lui. Et il se suicide en 1820. Donc, lorsque Boyer arrive au pouvoir, Haïti était donc... il y avait trois petits États. Il va réunir tout ça. Mais seulement, quand il réunit ça, enfin, quand il réunit ces espaces, ces territoires, le territoire que lui administre, il est multiplié au moins par 3. Ça veut dire qu'il a besoin de beaucoup d'argent. Il faut payer les fonctionnaires, il faut payer les troupes, et puis il faut continuer à administrer. Il a énormément besoin d'argent, il a besoin de commerce, il a besoin de relations diplomatiques. Sauf que personne ne veut avoir des relations avec Haïti. Et Jean-Pierre Boyer, ensuite, ce n'est pas fini, il va traverser la frontière du côté de l'actuelle République dominicaine, où d'ailleurs les Dominicains l'avaient aussi appelé pour lutter contre la colonisation espagnole. Il va les aider, mais en même temps, il va aussi occuper cette partie espagnole. Donc, son territoire n'est plus multiplié par 3, mais il est bien multiplié par 15, parce que la partie orientale, elle est beaucoup plus grande que la partie occidentale. Donc ses besoins en liquidité vont être multipliés par 50. Il aura encore besoin de beaucoup plus d'argent. Et puis, il faut aussi du commerce. Et comment faire entre le commerce et l'isolement? D'ailleurs, Boyer, son obsession, c'est de sortir de cet isolement. Alors, il se dit... Alors, tous les pays voisins sont réticents. Alors, il faut savoir que Haïti avait aidé des pays d'Amérique latine, notamment la Colombie et le Venezuela, pour leur indépendance. Mais à une condition, c'était que les pays libérés devaient libérer leurs esclaves. Les pays latinos avaient signé l'accord, mais ils ne l'ont jamais appliqué. Et après leur indépendance, tous les libertadores de l'Amérique espagnole, ils ont tous conservé l'esclavage. Alors, j'ai été vérifier toutes les dates où les pays latino-américains sont devenus indépendants.
et toutes les dates où ils ont aboli l'esclavage. Alors, je les ai fait un par un, il y a 0 exception. Tous ont maintenu l'esclavage après leur indépendance. Ce qui renforce encore l'isolement de Boyer. On peut changer d'image. Voilà. Là, c'est le moment où il rentre en République dominicaine. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas d'hostilité, puisque les Dominicains avaient fait appel à Boyer pour lutter contre le colonisateur espagnol. Change d'image. Voilà. Donc, parmi les libérateurs de l'Amérique latine, le plus connu, quand même, c'est Simón Bolívar. Simón Bolívar, et on voit donc ici, il est avec Boyer, qui lui a accordé donc de l'aide pour qu'il puisse lutter contre les Espagnols. Et la lutte, enfin, l'indépendance des pays espagnols, c'est en gros, ça s'achève vers 1821, grosso modo. On peut changer d'image. Voilà. Et là, nous sommes en 1826. Ce qui va donner raison à Boyer de sortir de son isolement, c'est le premier congrès panaméricain des pays d'Amérique latine. Surprise, Haïti n'est pas invité. Après toute l'aide qu'elle a apportée pour libérer le Venezuela et la Colombie. Et là, Boyer, donc, ça va donner raison à Boyer, en fait. Donc, ça, c'est en 1826. Mais donc, un an plus tôt, Boyer cherchait en fait, bien avant de passer l'accord avec Charles X en France, il avait essayé avec le tsar de Russie pour voir s'il ne pouvait pas l'aider à sortir de l'isolement diplomatique. Le tsar avait dit oui à un premier moment, et puis après, il a changé d'avis. Donc, voilà, Boyer va donc passer un accord. Il se dit que, alors pourquoi la France? Il se dit, bon, d'abord, Haïti, on parle français, et on se connaît malgré tout, autant, et puis il dit que la reconnaissance diplomatique de la France, ça va lui donner automatiquement celle de tous les pays d'Amérique latine. Donc, plutôt que de chercher 25 reconnaissances, une seule bien choisie, ça vaut mieux. Et en fait, une fois que la France avait reconnu Haïti, les autres pays d'Amérique latine ont suivi. On va changer d'image. Alors, le voilà, ce fameux Charles X dont on ne parle pas assez. Alors, lui, il arrive justement en 1824. Il arrive au pouvoir, enfin, en France, dans la monarchie, sauf que c'est le monarque, je ne dirais pas conservateur, je dirais réactionnaire. La différence, c'est que le conservateur conserve. Le réactionnaire, il veut revenir en arrière. Et Charles X est celui qui veut revenir sur tous les acquis de la Révolution française. Il veut revenir avant. Donc, il va imposer à Boyer une dette énorme en échange de la reconnaissance diplomatique de Haïti. On peut changer d'image. Voilà. Alors, on connaît très peu une autre mesure prise par Boyer. C'est que la dette imposée à Haïti, c'est le 10 avril, pardon, 1825. Le 17 avril, il va imposer, cette fois-ci au peuple français, une indemnité pour indemniser les nobles qui avaient perdu leur château au moment de la Révolution. Et cette indemnisation forcée, elle était de 1 milliard de francs or de l'époque. Pour Haïti, c'était 150 millions de francs or. Et ce qu'il impose à la population française, c'est 1 milliard de francs or. Et comment est-ce qu'on va payer, d'après vous? Augmenter les impôts.
il en prend. Et surtout, augmenter tout ce qui est taxes et impôts. Ça doit vous dire quelque chose, non? Un pays qui est endetté, et qui a beaucoup de milliards de dettes et qui augmente par tous les taxes et les impôts. Donc voilà, c'est ce personnage. Donc, il était très contesté en France. D'ailleurs, il y aura une révolution contre lui qui le fera partir en 1830. Alors, c'est là que commence la dette, parce que le poids de cette dette, il est catastrophique pour les revenus d'un petit État. Ça va entraver le développement du pays, ça va empêcher les investissements pour développer le pays, et ainsi que la construction d'infrastructures. Et comment est-ce que Haïti va payer, au fait? On va changer d'image. Ah oui, ça c'était encore Charles X. Oui, on peut changer. Voilà. Comment est-ce qu'on va payer? Boyer trouve une solution, mais qui est extrêmement impopulaire. C'est que le produit le plus rentable pour Haïti à l'époque, c'est le café. Et le café d'Haïti était l'un des cafés les mieux appréciés dans toute l'Amérique latine, supérieur à celui de la Colombie et du Brésil. Et en plus, le Brésil n'a pas encore commencé son exploitation massive du café. Et donc, sauf que Boyer, il oblige la population paysanne à travailler de façon autoritaire dans les champs. Et pour ça, il va donc instaurer un code rural. Un code rural en 1826. Le paysan est obligé de travailler la terre, le café, parce que c'est la culture la plus rentable. Alors, il dit que c'est une corvée, mais c'est une corvée patriotique, parce que c'est ça qui va garantir l'indépendance du pays. Je vais changer. Alors, cette dette va traîner pendant longtemps. Bon, ça, c'est le président Michel Domingue, qui est l'un parmi ceux qui va diminuer la dette. Il est président autour de 1874-75. C'est celui aussi qui mettra fin aux guerres avec la République dominicaine, et où il y a un début de solde de la dette avec lui. On peut changer d'image. Voilà. Le président qui va vraiment solder la dette, en grande partie, c'est le président Salomon, qui est président vers 1889, 1879-89. On peut changer d'image. Mais ce n'est pas fini. Parce que après Salomon, Haïti va rentrer dans une période d'instabilité avec beaucoup de coups d'État. Sauf qu'on est déjà au début du XXe siècle, et c'est le moment où les États-Unis commencent à se projeter dans l'espace latino-américain et caraïbe, et ils commencent à intervenir un peu partout. Ils sont intervenus à Panama, et au Nicaragua, et Puerto Rico, et puis la République dominicaine, et puis Haïti. Et ils interviennent dans tous ces pays-là, et le Honduras et tout ça. Donc ils seront en Haïti en 1915. Et ils occupent Haïti de 1915 jusqu'à 1934. Changer d'image. Alors, la Banque d'Haïti, pourquoi cette occupation est catastrophique? Alors, outre l'aspect identitaire, parce que Haïti, premier pays indépendant de l'Amérique latine, est recolonisé, donc c'est un traumatisme national identitaire,
mais surtout, il y a un véritable acte de banditisme, puisque les marines américains vont rentrer dans la banque et ils vident les caisses. C'est-à-dire les réserves en or du pays sont prises par les marines, c'est des soldats qui vont mettre ça dans des bateaux et emmener ça aux États-Unis. Ce qui va encore aggraver l'état de faiblesse économique d'Haïti. Je vais changer. Alors, il y a eu plusieurs ouvrages sur la dette. En fait, je n'ai pas tout relevé. J'en ai juste pris 3, mais il y en a d'autres. Alors, on peut passer à l'autre. Voilà. Et il y a un autre aussi où apparaît le nom d'un grand connaisseur de la dette qui s'appelle Jean-Marie Théodat et qui n'est pas ici. Alors, pour revenir, mais maintenant pour aller vers la fin de cet exposé sur la dette, alors non seulement cette dette, donc, elle a été due à l'isolement d'Haïti, un isolement qui lui-même est dû à quelque chose qui était exceptionnel et scandaleux, une révolte d'esclaves qui débouche sur une république construite par des esclaves révoltés dans un continent où c'est la colonisation qui domine. Ensuite, cette dette, donc on a vu qu'elle a grevé le développement du pays, mais en fait, son remboursement a continué, non pas jusqu'à Salomon, parce qu'une fois qu'on a remboursé la dette, il reste les intérêts. Et ensuite, beaucoup de dirigeants haïtiens avaient pris la funeste habitude, quand ils ont des problèmes économiques, d'augmenter la dette. En fait, il faut compter 1947 pour la fin de la dette. Là, les historiens ne sont pas tous d'accord, d'autres disent 1952. Mais en gros, en fait, la dette est vraiment épongée en 1947 et 1952. Alors, en Haïti même, dans les premières années de la dette, ça n'avait pas suscité... Si, il y a eu énormément de protestations, surtout de la part d'un très grand intellectuel haïtien qui s'appelait Anténor Firmin. C'est un grand intellectuel, un grand économiste aussi, qui proposait des solutions pour ne pas dépendre de la dette, mais il sera éliminé par les militaires à l'époque. C'était vers 1902. Et ensuite, on a reparlé de la dette sous le président Aristide, qui lui-même était en difficulté, parce qu'il a été renversé par un soulèvement populaire. Donc, il a donc utilisé cette question de la dette pour un peu détourner l'attention de la population. Bon, ça n'a pas empêché qu'il soit renversé quand même. Mais n'empêche que le problème de la dette reste, est redevenu une obsession, surtout dans la crise actuelle. Et là, donc, les débats sont ouverts. Les débats sont ouverts. Alors, il y a plusieurs positions. Beaucoup de personnes pensent que c'est la dette qui a empêché vraiment le pays de sortir du sous-développement. Et d'autres disent qu'il y a la dette, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a eu des dictatures comme celle de Duvalier qui ont vraiment saigné le pays. Et donc, le débat reste ouvert. Et en fait, je conclus sur une ouverture. Merci beaucoup, Raphaël. Avant de passer aux questions du public, je suppose que j'ai vu plein de personnes prendre des notes et moi, j'ai appris des choses
particulièrement intéressante, notamment sur le maintien de l'esclavage dans l'Amérique latine après les indépendances. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit bond vers aujourd'hui, 2025, sachant que si on peut faire des parallèles entre l'histoire coloniale française et l'histoire coloniale d'autres pays comme l'Angleterre, l'Angleterre a fini d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves en 2015, par exemple. Donc il y a encore 10 ans, le gouvernement anglais continuait d'indemniser les héritiers d'anciens colons. Et il y a pas mal d'économistes et d'historiens ainsi que d'anthropologues et de sociologues qui font le lien entre la relation d'interdépendance que créent des institutions comme le FMI et la Banque mondiale et cette histoire de la dette. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que c'est une lecture qui est un peu anachronique par rapport à cette histoire de dette et le contexte dans lequel était Haïti à l'époque, ou est-ce que ça fait sens aussi de faire un lien entre le FMI et la Banque mondiale ou d'autres institutions comme ça et cette histoire de dette? Alors souvent, ces grandes institutions, les mesures qu'elles proposent sont en général extrêmement impopulaires parce que ce sont des mesures qui pénalisent les gens les plus pauvres. Souvent, elles demandent une réduction du nombre de fonctionnaires et réduction aussi de la masse salariale et du nombre de fonctionnaires, donc en gros des personnes qui travaillent. Et généralement, c'est, par exemple, il y avait eu des émeutes qu'on appelait au Maroc la révolte du pain, les émeutes du pain, sous le règne du roi Hassan II. C'est parce que le FMI avait imposé ces mesures et la population s'était révoltée et le roi Hassan II avait dû reculer. C'est souvent le cas aussi pour la Banque mondiale qui procède par une mesure d'austérité. Donc, on croit qu'elles sont neutres, mais elles ne sont pas toujours neutres en fait. Je ne sais pas si Darline voulait ajouter quelque chose. Eh bien, la parole est à vous, mesdames, messieurs. Il y a un micro-baladeur que je vais faire passer. Si vous avez des questions, aussi des commentaires, et sentez-vous libre de les exprimer. Oui, donc c'est un échange informel, il n'y a pas de communiqué. Comme on dit en Haïti, pas de protocole. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre regard éclairé sur l'histoire d'Haïti. Cette histoire quand même douloureuse, il faut le dire. Je voudrais vous poser une question simplement pour aujourd'hui, puisqu'on en est là. La question de la réparation. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Il y a des vœux qui ont été émis. Je pense par exemple à un vœu celui qui dirige la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, il s'appelle Jean-Marc Ayrault, qui a été Premier ministre chez nous, et qui a évoqué cette réparation sans en donner les détails, bien entendu, parce que nous sommes dans une situation, j'allais dire, financière en Europe, avec un problème aussi qui se pose pour toute l'aide au développement, qui est remise en cause en plus par qui vous savez. Donc, il y a là une question. Est-ce qu'on va s'en tenir à une réparation symbolique, là, lors de ce bicentenaire, ou est-ce qu'on va aller plus loin? Voilà. Alors, le problème que ça pose, bon, il faut déjà chiffrer la dette, et qu'il y ait un chiffre crédible. Il y a plusieurs chiffres qui se baladent. Après, j'ai l'impression que du côté du gouvernement français, on se dit que si on indemnise un ancien pays colonisé, on ouvre une boîte de Pandore, et comme il y a eu beaucoup d'ex-pays colonisés, tout le monde va venir à la caisse. Donc il y a une réticence de ce point de vue. Après, donc, côté haïtien, c'est plus partagé qu'on ne le pense. Beaucoup, effectivement, pensent que si le remboursement était assez conséquent, ça permettrait quand même de redémarrer. Mais beaucoup d'autres pensent que, vu la situation actuelle,
avec 80% de la capitale occupée par des bandits. Et il y a un comité provisoire présidentiel de gouvernement, le CPT, dont beaucoup de membres sont impliqués dans des affaires de corruption. Et en Haïti, 3 d'entre eux sont poursuivis par un organisme qui s'appelle ULCC, Unité de lutte contre la corruption. Alors, on a 3 membres de gouvernement provisoire poursuivis pour... donc, on se dit que si on indemnisait en liquide maintenant, ça finirait par être absorbé dans les circuits de corruption. Maintenant, je crois que, comment dirais-je, les opinions sont libres. Disons, personnellement, je serais plutôt qu'au lieu qu'il y ait de l'argent donné en liquide et une réparation symbolique, qu'il y ait plutôt, par exemple, des genres de... non pas d'aide au développement, mais de réalisation concrète. Par exemple, des routes, des hôpitaux, des écoles. Parce que si on fait des routes, ça bénéficie à la population et le bénéfice est immédiat. Parce que souvent, ce qui se passe en Haïti, il y a un énorme problème. La capitale, parce qu'il n'y a pas de décentralisation en Haïti. Tout est concentré. Alors, bien sûr, il y a des universités en province, 2 ou 3, mais la plus grande partie de la manne financière, elle est concentrée à la capitale. C'est là qu'il y a donc le principal aéroport, les douanes principales, et c'est là aussi qu'il y a le plus gros gisement d'emploi. Donc, les routes, et ensuite, souvent, il y a un problème d'approvisionnement. Et comme il n'y a pas assez de routes, les provinces ne peuvent pas acheminer les produits agricoles vers la capitale. Donc, l'avantage des routes, c'est que ça bénéficie, du jour où la route est terminée, la population en bénéficie 24 heures après. Les hôpitaux, bénéfice immédiat. Les écoles, bénéfice immédiat. Et on est sûr qu'une fois que c'est construit, ce n'est pas de l'argent liquide où on ne sait jamais où ça va. Voilà. C'est intéressant qu'elle dise qu'elle n'est pas d'accord. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert. Non, vas-y. Mélissa, Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord. Je suis pas d'accord du tout. On a payé de l'argent, on nous doit de l'argent, on nous rembourse de l'argent, peu importe ce qu'on fait avec après. C'est aussi la posture de dire une personne SDF dans la rue, je lui donne de l'argent, je m'attends forcément à ce que cette personne achète un sandwich avec cet argent. Et il y a ça crée aussi une posture de est-ce que je donne cet argent parce que voilà, je suis dans un processus de je le donne, et là c'est même pas pareil, parce que c'est pas de l'argent qu'on donnerait à Haïti, c'est de l'argent qu'Haïti a payé, qu'on rembourserait à Haïti. Et à partir du moment qu'on est dans le remboursement, la personne fait ce qu'elle veut avec son argent. Et deuxièmement, dire qu'il y a de la corruption en Haïti, je veux dire que quand même, le premier parti politique de France est accusé de corruption et sa dirigeante a été reconnue coupable de corruption. Le deuxième parti politique de France, Jean-Luc Mélenchon, a un procès pour corruption de son parti politique, mais on ne remet pas en question la possibilité du peuple français à combattre, à identifier, combattre, porter plainte, etc. Du coup, pourquoi est-ce qu'on doute de la capacité du peuple haïtien à le faire, alors qu'avec l'argent Petro-Caribé, en 2018, on a fait des sittings, il y a eu les Petro Challenge, on sait identifier la corruption, on sait la combattre, et la combattre ne veut pas dire qu'on va la combattre de la même manière que les institutions occidentales. Et sur la question des routes, etc., mais ça pose une véritable question. Plus de routes, ça veut dire plus de bétonisation dans un système écologique mondial où il faut réfléchir une urbanisation en dehors du béton. Et on n'a pas de grosses compagnies de construction en Haïti qui aura ces contrats si on va faire des routes, si on construit des ports. Il faudrait réfléchir aussi une urbanisation et une manière de faire ville et une manière de faire pays alternative à ce qu'on connaît et qui ne marche ni en Occident, ni dans le Sud, ni dans ce qu'on appelle dans le Sud global. Je veux dire, il y a plein de routes en France.
C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des zones en dehors des grandes villes qui ne sont pas pauvres. On peut le voir autour de nous, on est dans une des agglomérations les plus pauvres de France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de route pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes liés à la manière de faire ville, de faire village. Et le dernier point, c'est que cette histoire de réparation, elle a déjà été parlée. Petit aparté, en 2004, quand il y a eu le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide, quand il a commencé à parler de la dette, c'était Philippe de Villepin, Premier ministre français à l'époque. Oui, du coup, quand on voit que Philippe de Villepin revient et qu'une partie de la gauche est derrière de Villepin, on se dit revenons à cette histoire de mémoire et à cette histoire continuons de parler de l'histoire. Et le dernier point, c'était sur... Du coup, ça fait un petit moment qu'on parle de cette dette, et Hollande, qui a été le premier président français à mettre le pied en Haïti, je crois que c'était en 2012 ou 2013, je ne m'en souviens plus très bien, il a parlé de cette dette, et lui aussi, il était dans cette posture de dette symbolique, et ça a créé toujours ce sentiment de... Pas ce sentiment, mais cette posture surplombante de... Nous, on sait faire en Occident. Nous, on sait faire, ça va être une réparation où nous, on sait faire, on va vous montrer comment faire pour que vous soyez développés, pour que vous vous développiez, comme s'il n'y avait qu'un modèle de développement et qu'il ne pouvait pas y avoir une solution endogène alternative, comme s'il fallait être riche, avec une grande armée, avec l'histoire qu'est la France, avec le modèle social qu'est la France pour être développé. Et pour moi, qui viens d'un pays où la collaboration passe par d'autres vecteurs, je vois qu'il y a d'autres alternatives possibles. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, je dis juste qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent être endogènes à Haïti et qu'on peut réfléchir soi-même. Donc c'était ma seule retenue, mais comme dit Raphaël depuis tout à l'heure, oui, les idées après... entendons-nous sur nos désaccords, mais au bout du compte, on est d'accord qu'il faut quand même des réparations. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de réparation de liberté, en fait, de laisser les partir. Je ne parle pas de réparation des infrastructures, tout ça, parce que c'est vrai que c'est... Mais par exemple, moi, je vais en Haïti, je n'ai jamais besoin de visa. Je vais en Haïti quand on m'invite dans un projet théâtral. Je vais en Haïti pour voir la famille de ma fille. J'y vais, mais vraiment, du jour au lendemain, je peux avoir un visa. Les étudiants haïtiens ne peuvent pas sortir librement de leur pays, ne peuvent pas y revenir non plus juste pour se dire « Hop, je vais faire une aération, je vais voir la famille et tout, je vais revenir. » Non. Est-ce que ça ne peut pas être ça aussi la dette? C'est-à-dire une libre circulation, une ouverture sur la culture, parce que la culture haïtienne, il n'y a pas plus riche, il n'y a pas plus ouvert d'esprit que cette culture haïtienne. On serait vraiment bénéficiaire en France et on serait remboursé au centuple, je veux dire. Mais ça, comment on peut faire pour, justement, pour pas que les autres pays qui ont été eux aussi colonisés, mais ils n'ont pas tous été première république noire quand même déclarée. Donc je ne sais pas comment on pourrait différencier Haïti de ça, des autres pays effectivement qui risquent de demander les remboursements de leur occupation aussi coloniale. Mais vraiment, c'est je dirais, la liberté, le mot liberté, il prendrait toute son ampleur si vraiment on laissait libre cours, libre circulation à tous les gens qui veulent se nourrir de ce que la France peut offrir, mais aussi donner au centuple ce qu'ils ont, eux, appris. Et c'est vrai qu'en Haïti, on est riche d'un enseignement qui est solide et qui est à la fois axé sur la poésie, sur le savoir écrire, sur le savoir penser aussi, et développer les problèmes réellement, quoi. Oui. Par rapport... il y a un vrai problème de corruption du fait que à la fois la structure sociale et politique en Haïti, c'est un pays d'oligarchie. Il y a un très petit nombre de personnes qui peuvent arriver à faire des études. C'est un petit nombre à faire des études, à se soigner. Ceux qui ont de l'argent vont carrément à Miami ou en République dominicaine. Par exemple, je vois, par comparaison, parce que bon, je vais souvent à Cuba,
Fidel Castro, il a au moins réussi quelque chose, c'est qu'il y a une couverture médicale qui équivaut à celle du Canada et des États-Unis. N'importe qui peut être soigné à Cuba. Et l'école, alphabétisation à 100%. Il n'y a aucun pays d'Amérique latine, même ceux que l'on considère, entre guillemets, les plus avancés, comme l'Argentine, ou le Chili, ou l'Uruguay, qui sont dans la partie sud la plus européanisée de l'Amérique latine, même ces pays-là n'arrivent pas au niveau d'instruction et de couverture médicale qu'il y a à Cuba. Mais c'est parce qu'il y a une volonté politique. Fidel Castro avait carrément fermé les universités et pendant 2 ans, et les étudiants avaient été alphabétisés, la population. Résultat, ils sont tous alphabétisés. Bien sûr, ça reste un pays pauvre parce qu'ils ont un embargo américain depuis 1964 sur le dos qui les étrangle. Mais en Haïti, je ne peux pas, comme dirais-je, ne pas voir ou ne pas entendre, comme le petit singe qu'on voit sur les icônes. Oui, et il y a une corruption terrible. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre de 2010, il y a énormément d'aide qui a été envoyée et une grande partie de cette aide a été détournée. Et d'ailleurs, ça se passe dans beaucoup de pays du tiers-monde où, quand on envoie de l'aide, même des médicaments, ces médicaments sont vendus à la population. Alors, c'est vrai qu'en théorie, on est sur des, comment dirais-je, l'égalité est un devoir et un souhait. Mais maintenant, dans la réalité, dans le monde réel, la corruption est là. Et dans les oligarchies, les personnes qui ont le pouvoir, ils le gardent. Et puis, la population, elle est exploitée. Par exemple, l'équivalent du... comment dirais-je? Je pense aux structures sociales qu'on peut trouver dans beaucoup de pays. Protection sociale, sécurité sociale. Tout ça fait défaut en Haïti. Et donc, ça favorise aussi la couche des personnes qui ont un peu d'argent. Dès qu'ils ont un peu de pouvoir économique, ils ont automatiquement un pouvoir social. Et si on pense qu'en donnant de l'argent, on dit voilà, et on vous fait confiance, je fais confiance à la société haïtienne pour qu'elle trouve une solution endogène, allez, je verse 50 milliards. Les 50 milliards, la population ne les verra jamais. Dans la réalité, c'est ce qui va se passer. En théorie, je suis d'accord. Mais maintenant, je sais bien ce qui va se passer. Oui. Et j'en profite aussi pour dire que cet après-midi, à 13h30, le film qu'on va projeter, c'est un film sur les aides après le tremblement de terre. Les aides. Oui, c'est le film de Raoul Peck, Assistance mortelle. Assistance mortelle. Donc voilà. Moi, je réagis parce que je suis mitigée. En fait, je suis un peu entre vous deux. Parce que moi, je pense que moi, je ne voudrais pas, surtout d'un pays qui nous a colonisés, avoir ce rapport paternalisant qu'il nous donne l'argent, il nous dicte comment l'utiliser, ou ils font le développement à notre place. Moi, je ne voudrais pas que Haïti ait ce rapport-là pour notre dignité, souveraineté de pays indépendant, vu le contexte historique. Mais je rejoins aussi Raphaël sur le fait qu'on a eu une première expérience, en tout cas moi, quand j'ai eu assez...
quand j'étais assez grande pour avoir conscience des problèmes de corruption du pays, on a eu cette expérience avec le Petro-Caribé, l'argent du Petro-Caribé. Et c'est vrai que je suis dans cette hésitation aussi. Est-ce que vous avez lu le rapport de l'ILCC, par exemple, sur l'argent du Petro-Caribé? Pardon, il faudrait expliquer quand même pour le public qu'est-ce que c'est que le Petro-Caribé, parce que tu en as parlé. Je peux? Au début des années 2000, quand il y a eu des tentatives de rapprochement, il faut savoir que Haïti a des relations très ambiguës avec le reste de l'Amérique latine. On est un pays latino-américain parce qu'on parle une langue d'origine latine et on est le premier pays latino-américain, mais on a des relations très ambiguës avec eux. Par exemple, quand il y a eu l'inauguration du canal de Panama, on n'a pas été invité non plus. Et quand il y a eu ce premier congrès panaméricain, on n'a pas été invité. Mais avec la révolution au Venezuela, avec l'élection notamment de Chavez, la révolution bolivarienne avec Chavez, il y a eu des tentatives de rapprochement et d'internationalisation de la gauchisation, on va dire, de l'Amérique latine, cette nouvelle tentative qui avait échoué avec Che Guevara. Et ce qu'il avait compris, Chavez, c'était qu'il fallait casser le pouvoir, le monopole des États-Unis sur la vente du pétrole et que c'était une bonne porte d'entrée pour établir un contre-pouvoir à l'hégémonie états-unienne qui viendrait du Sud global et qui viendrait à partir de cette relation Sud-Sud contre le monopole états-unien. Donc, ce qu'il a proposé pour sortir aussi, parce que le Venezuela est sous embargo depuis longtemps, pour sortir de l'embargo états-unien, trouver de nouveaux clients, proposer le pétrole à prix cassé à ces nouveaux clients. Et nous, et du coup, ces clients avaient la possibilité de ne pas payer en liquide parce qu'ils savaient que ces nouvelles coopérations en dehors des États-Unis allaient provoquer aussi des conséquences sur nos autres clients. Il avait proposé qu'on puisse payer aussi avec des matières premières, étant donné qu'Haïti avait été un gros pays bananier comme la République dominicaine, comme Cuba en son temps. Il avait proposé qu'on puisse payer avec des matières premières aussi. Ça lui permettait d'avoir de quoi nourrir son peuple. Et nous, ça nous permettait d'avoir du pétrole pour continuer à faire fonctionner nos pays. Et du coup, il nous avait donné du pétrole qui s'élevait à 4 milliards de dollars qu'on a vendu dans le pays, on a même vendu une partie aux États-Unis, qu'il a revendu un peu plus cher, mais en tout cas, on l'a vendu. Et cet argent, notamment, il y a eu 3... présidences successives qui ont géré cet argent et près de 90% de cet argent est passé dans la corruption. On a fait un petit truc à droite, un petit truc à gauche. Ils ont fait un petit truc à droite, un petit truc à gauche. Et on fait, pouf, voilà, 4 milliards. Sauf que dès 2018, mais bien avant, dès 2006, quand il y a eu la signature de ce contrat, quand il y a eu les premiers décaissements, quand il y a eu le premier acheminement de pétrole pour vendre ce pétrole en Haïti, il y a des voix qui se sont élevées en Haïti pour dire que voilà, faites attention, il y a la corruption, etc., etc. Et dans le rapport qui est sorti en 2019, avant l'assassinat du dernier président Jovenel Moïse, on a vu qu'il y avait énormément de personnalités étrangères, notamment des États-Unis et de la France et du Canada, qui avaient profité de cet argent, qui avaient participé à monter cette corruption, des entreprises de construction dominicaines, mais aussi des entreprises qui n'ont aucune présence physique en Haïti, des entreprises françaises, des personnalités politiques françaises et états-uniennes. Donc si on part sur l'aspect de la corruption, moi je ne vais pas nier qu'il y a de la corruption en Haïti, mais la corruption en Haïti n'est pas non plus un phénomène haïtiano-haïtien. La corruption, c'est le phénomène c'est un phénomène bourgeois de fait, et la corruption en Haïti bénéficie aussi, plus qu'on ne le croit, à des personnalités étrangères et à des gouvernements étrangers. Le principe de la corruption en Haïti, c'est de continuer à appauvrir le pays pour qu'on continue à avoir de l'aide des prêts qui viennent du FMI et de la Banque mondiale, parce qu'il y a des gens qui font leur carrière dans le FMI et la Banque mondiale. Si on n'a plus besoin de prêts de la part du FMI parce qu'on est autonome, il n'y a plus de raison d'exister de ces institutions. Et il faut qu'on continue à avoir besoin pour que ces institutions continuent d'exister, pour que ces institutions continuent de servir d'outils néocoloniaux dans le Sud global. Le FMI ne prête pas de l'argent à la France. Et la France a une dette à payer. Donc, d'un côté, c'est un peu paradoxal. Et de l'autre côté, sur cette histoire de corruption, l'Union européenne est quand même le deuxième partenaire financier d'Israël.
Et Netanyahou est depuis des années sur le coup d'enquête pour corruption. Et l'Union européenne continue. Et depuis 2024, il y a l'ONU et la CPI qui alertent sur le génocide en Palestine. Et l'Union européenne continue. La machine à billets continue de fonctionner pour Israël. On ne se demande pas ce que le gouvernement israélien accusé de corruption fait avec cet argent. Mais quand c'est le peuple noir... On change de sujet, là. Si on part au Moyen-Orient, là, on n'est pas sorti de l'auberge. En fait, c'est vrai qu'on trouve de la corruption dans tous les pays. Le problème, c'est quel est l'état social et économique du pays. Et démocratique aussi. Je veux dire, ici, bien sûr, je vais trouver Cahuzac qui plante de l'argent en Suisse et qui, les yeux dans les yeux, il n'y a rien, tout ça. Mais en Haïti, quand on détourne les milliards du Petro-Caribé, c'est sur une population qui est déjà pauvre, qui est appauvrie, qui est déjà en état de précarité et de faiblesse. Et quand on détourne de l'argent, c'est carrément mortel pour la population. Tandis qu'ici, s'il y a quelques personnes qui détournent, je sais pas moi, j'arrive de Bordeaux ce matin, ben, la route est bien. Tandis qu'en Haïti, si je voulais faire la même distance, ben, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a de la corruption, c'est évident, mais grosso modo, les structures fonctionnent. Et puis, on peut poursuivre les corrupteurs. C'est grosso modo, on peut les poursuivre, on peut les... Parce que là, c'est très difficile. On a poursuivi Macron pour Uber, pour la manière dont il a imposé la concurrence de Uber aux taxis en France. C'est ça, il y a eu... C'est parfait. Oui. Mm-hmm. Il est bon dans ces cas-là, non pas d'imposer peut-être quelque chose, mais au moins de pouvoir discuter avec le peuple ou avec les dirigeants les moins corrompus, peut-être ceux qui sont les moins corrompus, de savoir ce qu'il faut pour aider ce peuple-là, mm-hmm. Et dans ces cas-là, aider, intervenir pour la construction de la société. Mm-hmm. Et quand vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire si les sociétés, puisqu'ils n'ont pas de société à Haïti, pour construire des routes, quoi que ce soit, mais au moins ça permettrait d'employer des personnes, des Haïtiens, pour pouvoir au moins avoir des revenus, si vous voulez. Mm-hmm. Et je pense que, voilà, c'est mon point de vue. Hein. Pourquoi je dis que c'est intéressant ? Cette histoire de justice, elle est particulièrement intéressante parce qu'à chaque fois que le peuple haïtien a réclamé justice, ce sont les institutions internationales, dont des institutions françaises, qui ont empêché que justice soit appliquée sur le cas du Petro-Caribé. La France et les États-Unis et le Canada ont appuyé le président Martelly et le président Jovenel jusqu'à ce que ce dernier soit assassiné. Quand on a demandé, on a fait des manifestations, moi j'étais à toutes les manifestations quand j'étais en Haïti, on a fait des manifestations, on est allé devant le Conseil national de sécurité de l'ONU, on a envoyé des lettres à Macron, on a envoyé des lettres à tout le monde, on a fait tout ce qui était dans notre pouvoir. Ça va tellement loin que le président a été imposé, les deux présidents Jovenel et Martelly ont été imposés par la communauté internationale qui envoie, alors que le peuple haïtien a dit non, les observateurs étrangers, soit ce ne sont pas des observateurs, soit ils font partie du coup. On n'a pas voté pour ces personnes-là, on veut de nouvelles élections. À deux reprises, on nous a imposé ces deux présidents. Et quand on a voulu faire justice, quand on a réclamé la justice parce qu'on était témoin de nos yeux de cette corruption, ce sont les institutions étrangères qui ont empêché qu'on ait justice. Ça, c'est la première question. La deuxième question, moi, je voudrais bien qu'on ait des routes ou qu'on ait ce qu'on appelle les infrastructures. Je ne suis pas contre les infrastructures, j'ai conscience qu'on en a besoin. Je dis juste que, OK,
si on réfléchit froidement à la question et qu'on est dans un rapport, moi je suis dans une observation matérialiste de la chose. Ça va être des contrats de construction qui vont être donnés à qui? Ok, ça va créer du travail. Mais en France, par exemple, on analyse très, très précautionneusement la question du travail. Est-ce qu'on veut un travail pérenne? Est-ce qu'on veut une sécurité de l'emploi pour des Haïtiens, ou est-ce qu'on veut que des entreprises étrangères viennent et qu'une partie de l'argent qu'ils vont se faire dans les contrats qu'ils vont avoir aille à quelques Haïtiens qui vont travailler 5, 6, bon allez disons 5 ans sur la construction de routes ou de ports, etc. et qu'on ne crée pas de véritables conditions de travail pérennes en Haïti. Ces questions, il faut se les poser de manière froide, il ne faut pas être dans la réaction et se dire que ça va créer de l'emploi et quel type d'emploi on veut, alors qu'on vit dans des sociétés où on se dit on voit ce que le développement occidental a provoqué comme crise climatique. Est-ce qu'on veut qu'aujourd'hui les pays qui sont considérés comme étant... C'est ce qui est arrivé à la Chine, par exemple. La Chine, moi, quand j'étais à l'école, c'était un pays sous-développé qui a rattrapé son sous-développement et qui est aujourd'hui un des plus gros producteurs de CO2, de gaz à effet de serre dans le monde. Est-ce que c'est le modèle de développement qu'on veut suivre? Est-ce que... Quand on sera arrivé à ce stade-là avec Haïti, c'est que Haïti quand même sera au niveau économique, au niveau social, un peu plus développé peut-être. Mais je pense que, voilà, c'est tout. C'est mon point de vue qui n'est peut-être pas fondé. Mais voilà, j'avais besoin de... Ah, pardon. Voilà, non mais c'était tout. Ouais. Je crois qu'il y a une autre question. Madame? Oui. C'est pas ma conférence, pardon. 1, 2, 1, 2. Je me calme. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, moi, je comprends les arguments des uns et des autres. Et je vous remercie parce qu'au niveau de l'histoire d'Haïti, je suis vraiment... je suis vraiment, je ne sais rien. Donc, j'apprends beaucoup aujourd'hui. Par contre, je voulais savoir un petit peu cette République dominicaine qui est quand même à côté, enfin, qui fait partie de cette île... de cette île, en fait. Oui. Est-ce que il y a quelles sont les relations? Est-ce que justement ils peuvent vous aider? Ils peuvent aider? Et ouais, c'est ça. Et moi, je sais pas ça. Voilà. Du coup, parce que c'est vraiment le même peuple en quelque part. Enfin, pas complètement, d'accord. Ouais. Alors oui et non. En fait, les relations sont historiquement compliquées, puisque au départ, la République dominicaine, c'était une colonie espagnole, et ils ont toujours gardé cet attachement à une identité qui est hispanique, ce qui les isole un peu d'autres pays d'Amérique latine. Pour eux, en fait, comment dirais-je, c'est comme si en République dominicaine, bon, déjà la partie africaine, c'est une composante qui est relativement rejetée chez eux, alors que c'est elle qui constitue le socle culturel du peuple haïtien. Le principal monument de la République dominicaine, c'est un phare gigantesque, c'est le phare de Christophe Colomb. Or, en Haïti, la statue de Christophe Colomb a été mise en morceaux. Elle a été détruite pierre par pierre à la chute du dictateur Duvalier, parce qu'on considère que c'est celui-ci par qui le scandale est arrivé. D'ailleurs, moi, j'ai été lire le journal de Christophe Colomb, parce que j'aime bien lire les textes pour voir ce que les gens racontent. Et lui, quand il arrive, il parle donc des Amérindiens. Il dit, ces gens-là, ils sont gentils, ils sont accueillants. Et puis en même temps, il y a plein de richesses chez eux. Donc, ça vaut la peine de les coloniser, et puis voilà, d'en tuer un bon paquet et de prendre leurs richesses. Donc, de toute façon, le journal de Christophe Colomb, il est publié aux éditions La Découverte, il est parfaitement accessible. Donc, ce n'est pas un document d'archives où il faut respirer les poussières d'archives. Donc, alors, pour revenir à la République dominicaine, donc, après le départ des armées de Napoléon, une grande partie est partie par la mer, mais une grande partie a traversé la frontière côté espagnol, donc côté dominicain.
Et c'est de là qu'ils lançaient des incursions régulières contre Haïti. Et au bout d'un moment, ça a commencé par Dessalines. Dessalines a dit ça suffit. Donc il a envahi la République dominicaine pour mettre fin à ces invasions de l'armée française. Après, Dessalines est revenu, mais ça continue par la suite. Et ensuite, sous le président Boyer, ce sont eux qui avaient demandé l'aide des Haïtiens pour combattre les Espagnols. Bon, après, quand ils ont pris en fait leur véritable indépendance, c'est en février 1844, c'est pas contre l'Espagne, c'est contre Haïti en fait. Donc, ils sont devenus indépendants d'Haïti et non indépendants de l'Espagne. Et vers 1870, ils vont même redemander la colonisation espagnole pour les protéger d'Haïti. Alors, il y a eu donc beaucoup de travaux qui ont été faits sur les relations haïtiano-dominicaines. Et puis bon, dans les années 30, pour faire court, il y a eu un dictateur qui s'appelait Trujillo, et qui a fait massacrer des dizaines de milliers d'Haïtiens qui travaillaient dans la canne à sucre et qui réclamaient des salaires décents. Et ils ont été massacrés. Alors, c'était assez tragique parce que comment distinguer un noir haïtien d'un noir dominicain? Alors, on leur faisait prononcer le mot persil en espagnol, c'est perejil. Et dans le créole haïtien, on n'a pas le ra et on n'a pas le kha. Donc, celui qui prononçait mal perejil, il était assassiné. Et puis par la suite, donc, il y a eu la dictature de Duvalier qui a causé beaucoup d'émigration haïtienne en République dominicaine. Alors, eux, par contre, ils ont eu plus de stabilité que nous. Il est vrai que souvent, certaines dictatures amènent de la stabilité. Bon, c'est une stabilité autoritaire, c'est sûr, mais personne ne bouge. Avec Trujillo. Et du coup, ils ont développé une économie touristique, comme Punta Cana, je ne sais pas si vous avez... Et donc, beaucoup d'Haïtiens vont travailler là-bas, mais ils ont un petit peu peur d'une invasion haïtienne due à la précarité économique qu'il y a en Haïti. Et donc, ce sont des relations très, très chien-chat. Alors, ça se passe mieux du côté des gens qui habitent près de la frontière. J'ai des amis qui habitent près de la frontière, aussi bien haïtiens que dominicains. Ils ont de très bons rapports. Il y a même beaucoup de mariages, en fait. Mais c'est plus compliqué quand ce sont des gens qui sont loin de la frontière. Ceux qui sont à côté de la frontière, ils ont l'habitude de se voir, de se parler, voilà. Oui. Oui. En plus, enfin, ils ont plusieurs, comment dirais-je, réticences culturelles. Alors, le vaudou, pour eux, bon, c'est la sorcellerie. Alors qu'en Haïti, le vaudou, c'est une institution culturelle, avec une mythologie, qui a une grande importance sur la création artistique, sur la littérature. Bien sûr, il y a une part sombre, mais bon, voilà. En fait, il faut dire que c'est des relations qui sont très, très ambivalentes, mais qui ne sont pas toujours hostiles. Moi, je suis allé plusieurs fois en République dominicaine, et je n'ai jamais eu de réaction hostile. Mais j'ai vu, par contre, dans des vidéos, comment sont traités des immigrés haïtiens clandestins. Parfois, la police les abat comme ça, comme des chiens. Donc, voilà, c'est un peu ambivalent et imprévisible. Une dernière, parce qu'on s'approche vers la fin. Une dernière intervention. Oui. Deux dernières, on dirait. Deux dernières, ok. Je laisse la parole s'il y a quelqu'un d'autre. Non, on peut prendre deux. Non, on peut faire. Je vais aller très rapidement. Ouais. Je vais poser une simple question. Vous
Vous avez abordé l'occupation américaine au début du XXe siècle. Elle a des séquelles, bien entendu, elle aussi, il ne faut pas l'oublier. Et là, de ce côté-là, voilà. C'était où c'était qui la deuxième personne? C'est Sylvie. Ah, pardon, Sylvie. Juste pour dire que j'étais en Haïti du mois de septembre dernier. Je devais rentrer en décembre. Bon, les avions ont été supprimés, tout ça, j'ai pas pu rentrer. Je suis rentrée en mars. Et j'ai passé 3 jours au Cap. 3 jours au Cap grâce à un ami qui m'a fait voyager avec la protection civile de Port-au-Prince au Cap. Et là, au Cap, j'ai rencontré des amis de Guerchamp et tout, qui sont ingénieurs. Et il y a beaucoup d'espoir sur la construction, par exemple, d'une usine qui va traiter les fatras, qui va traiter les déchets. En Haïti, qui est sur 3 communes, le Cap, je ne sais plus ce qu'il y a à côté, il y a trois petites communes. Et Bastia lui-même me disait qu'il est sociologue, ce jeune homme, et il disait qu'il y avait sur le Cap aussi des constructions en bois, des constructions écologiques qui étaient en train de se monter. Donc, vraiment, si cet argent de la dette revenait réellement dans des mains de confiance, je pense que Haïti serait capable de se reconstruire elle-même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bravo. Merci pour cette note de fin. Je vais vous laisser conclure. Oui. Merci à vous. Merci. On a eu une discussion extrêmement intéressante, extrêmement importante. Merci d'avoir fait le déplacement, Raphaël. Merci de nous avoir offert cette conférence, Darline et toute l'équipe. Toute l'équipe de Haïti 221, je rappelle que ce n'est pas fini pour aujourd'hui parce qu'on a rendez-vous à 1h30 pour un film aussi sur cette question d'aide, d'assistance. C'est un film du réalisateur haïtien d'ailleurs, Raoul Peck, que vous aurez la possibilité de regarder ici dans cette salle. Et il y aura, comme hier, une discussion qui suivra. Merci à la personne qui nous a fait confiance et qui a décidé de financer, c'est notre seul financeur. C'est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et si vous connaissez d'autres financeurs d'ailleurs pour l'année prochaine, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite un bon déjeuner, un bon début d'après-midi et à plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.